Boker Tov, nous sommes le 20 février 2018, le 5 Adar 5778, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par les grands titres de l'actualité de cette matinée. Ensuite, vers 8h10, eh bien, nous recevrons dans ce studio Vincent Cheba, qui est le directeur du département francophone de l'organisation NGO Monitor, qui effectue, on le sait depuis plusieurs années, un impressionnant travail de veille en direction en particulier des ONG pro-palestiniennes. Et avec lui, nous parlerons de ces recherches récentes qui ont permis d'établir que la France soutenait financièrement des ONG pro-palestiniennes qui appellent au boycott de l'État d'Israël, alors qu'un tel appel est, on le sait, interdit par la loi française. Nous parlerons avec lui de ces associations qui reçoivent donc un tel financement. Ce sera vers 8h10. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec Jacques Kupfer, qui fut pendant de longues années le président du Likoud mondial et qui fut aussi un proche de Menachem Begin. Nous parlerons avec lui justement de l'héritage de Menachem Begin, 26 ans, presque jour pour jour après sa disparition. La Haskara de Menachem Begin, c'était hier, le 4 Adar. Nous en parlerons également dans le contexte actuel des enquêtes judiciaires qui concernent le successeur, on va dire, idéologique de Menachem Begin, Binyamin Netanyahou. Mais tout d'abord, les grands titres de l'actualité de ce matin. On connaît justement depuis la nuit dernière l'identité des personnalités arrêtées par la police dans l'enquête sur le dossier 4000. Il s'agit du patron de Bezek, Shaul Alovitch, de son épouse et de leur fils. Il s'agit également de la directrice de Bezek, Stella Handler. Et plus proche de Binyamin Netanyahou, il s'agit du directeur général du ministère des Communications, qui a été entre-temps suspendu, Shlomo Filber, et du conseiller de presse de la famille Netanyahou, Nir Hefet. Selon les soupçons qui pèsent sur toutes ces personnalités, la famille Alovitch aurait mis le site d'information Voilà, qui était en sa possession au service du Premier ministre et de son épouse, afin que ce site diffuse des informations favorables à M. Netanyahou et à sa famille. En échange, Shaul Alovitch aurait reçu de Shlomo Filber des informations importantes qui auraient permis à Bezek de gagner des sommes d'argent conséquentes. La police détiendrait des preuves sur l'implication même de Sarah Netanyahou dans les efforts entrepris pour que le Premier ministre bénéficie d'une couverture médiatique favorable donc sur ce site. Voilà. À la suite de ces développements, on considère que la police devrait convoquer très prochainement M. Netanyahou et son épouse aussi pour témoigner et répondre aux questions des enquêteurs dans cette affaire 4000. L'enquête sur le crash de l'avion de chasse de l'armée de l'air israélienne qui a été touché par un missile syrien il y a 10 jours a permis d'établir que les pilotes auraient pu sauver l'avion. Il s'avère en effet que les pilotes ont compris que le missile syrien les avait ciblés, mais au lieu de tenter de lui échapper de diverses manières, eh bien, ils ont choisi de poursuivre leur mission. À cela, il faut rajouter les conditions météorologiques défavorables ce matin-là avec un très fort brouillard. Je vous rappelle que les deux pilotes ont finalement réussi à s'éjecter de l'appareil qui avait été touché. Tous les deux ont été blessés, l'un légèrement. Et d'ailleurs, ce pilote a volé hier pour la première fois depuis cet accident en compagnie du commandant en chef de l'armée de l'air israélienne. Et le second pilote, donc, qui a été plus sérieusement touché et qui se rétablit lentement de ses blessures. L'enquête a également permis d'établir que plusieurs missiles sol-air syriens avaient survolé durant cette attaque le territoire israélien, mais l'alerte n'a pas été donnée, car Tzahal a su déterminer très vite que ces missiles allaient s'échouer en mer, ce qui s'est effectivement produit. Le sergent-chef Shilo Simantov, Zichrono Livracha, a succombé hier après-midi à ses graves blessures. Le sergent-chef Simantov est le 3e soldat de l'unité des commandos de Golani à avoir trouvé la mort la semaine dernière lors d'un accident sur l'autoroute 6, l'autoroute Trans-Israël, un accident provoqué par un chauffeur arabe qui a percuté avec son camion les 3 jeeps de cette unité qui circulaient sur cette route. Le chauffeur, il faut le rappeler, a déjà écopé d'une centaine d'infractions au code de la route. Le sergent-chef Simantov a lutté donc pendant une semaine contre la mort, mais malheureusement il a donc succombé à ses blessures. Il sera inhumé cet après-midi au cimetière de Ségoula à Petah Tikva. Les 2 autres soldats tués lors de cet accident sont le sergent-chef Bar Yacobian et le sergent-chef Chetou Tefsou Zichronam Livracha.
Par contre, et c'est une nouvelle encourageante, la famille Zera a indiqué hier sur les réseaux sociaux que l'état du sergent-chef Emmanuel Zera, qui a été sérieusement blessé ce Shabbat le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, cet état s'est amélioré. On espère sauver la main du soldat qui a été gravement endommagé pendant cette attaque. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, et le général Yoav Mordechai, coordinateur de l'action du gouvernement en Judée-Samarie, se sont entretenus hier à Ramallah avec le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah. Selon des sources palestiniennes, ils auraient débattu en particulier de l'initiative israélienne de construire environ 1 millier d'unités de logement dans diverses implantations en Judée et en Samarie, et de l'intention des Israéliens de déduire le virement des arriérés palestiniens de TVA du montant des allocations versées mensuellement par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes emprisonnés en Israël. Les représentants palestiniens ont mis en garde Israël et ont affirmé qu'une telle démarche menacerait la mise en application du fameux principe de 2 États pour 2 peuples. La Knesset a voté hier en seconde et troisième lecture la loi permettant l'ouverture des tombes des enfants yéménites qui ont été retirés à leurs parents au début des années 50. Selon cette loi, les familles des enfants disparus pourront ouvrir ces tombes et y prélever des échantillons afin de tenter de prouver un lien génétique et familial entre eux et ces enfants. Cette loi sera valable pour 2 ans. Et puis la météo, le temps va se radoucir de jour en jour pour devenir très chaud, même en fin de semaine. Il fera en attendant aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause et nous serons dans quelques instants dans ce studio avec notre invité Vincent Cheba, directeur du département francophone de l'organisation NGO Monitor.